Bonsoir à tous et chacun, c'est l'heure de suivre votre émission bi-hebdomadaire, le rendez-vous pour en savoir plus sur l'actualité. Pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir encore Monsieur Willy Micheki, qui est président de l'UNANA, parti politique. Avec lui, nous allons chercher à en savoir plus sur l'évolution de l'actualité durant la semaine. Voilà, Monsieur Micheki, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de partager ce plateau. Vous allez bien, vous, personnellement? Très bien, je vais bien. Je vais franchement de l'Est du pays, où nous avons été dans la délégation du président du Sénat, envie d'encourager les efforts de fait et d'appeler les jeunes gens, nos compatriotes, à se faire enrôler au sein des FRDC, envie de bouter dehors l'ennemi. Voilà, nous allons en parler au cours de cette émission, mais de prime abord, comment se porte votre formation politique, l'UNANA? Non, l'UNANA se porte très bien. Nous venons de faire une démonstration de force. Vous savez que le Grand Kivu est l'un de nos fiefs électoraux, et où le président du Sénat vient d'être accueilli pour la première fois. La ville de Goma a mobilisé plus de 1 500 000 personnes. C'est du jamais vu. Les gens étaient comme des fourmis partout pour dire que les partis UNANA se portent bien au sein du regroupement AFDC allié. On l'a vu réclamer à tout prix le départ de la MONUSCO, la mobilisation de la population en guise de l'enrôlement que la CENI compte organiser sous peu. Par rapport à tout ça, ça vous inspire quoi, les réactions du président de la Chambre haute du Parlement? Oui, comme vous le savez très bien, le Parlement, c'est l'émanation de l'exécutif. Donc l'exécutif est l'émanation du Parlement, et désormais, dans les réformes introduites et initiées par le président du Sénat, il faut une diplomatie ajustante. Il faut que le Parlement puisse jouer son rôle. Et il n'a pas voulu y aller par les dos de la cuillère. Il est allé droit au but pour dire tout haut ce que les gens chuchotaient très bas. Et c'est la première fois qu'une personnalité de ce rang puisse dénoncer la passivité de la MONUSCO. Vous savez, ça fait 20 ans, c'est la mission la plus importante du monde, qui consomme plus de 1,2 milliard de dollars par mois. Et aujourd'hui, il est malheureux de constater que cette mission-là a fait même une déclaration, un aveu, je peux l'appeler, d'impuissance vis-à-vis de M23, qui est une force terroriste, pour dire qu'elle n'était pas suffisamment armée pour faire face au M23. Et nous avons dit, alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons encore attendre de cette armée-là? Qu'est-ce que nous pouvons encore attendre aujourd'hui de gens qui continuent à nous enliser dans l'embargo, comme les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, qui viennent de signer et de voter contre la levée de l'embargo pour la RDC en vue de nous défendre. C'est comme ça que le président du Sénat a demandé à la population du Grand Kivu de prendre tous les moyens possibles pour défendre les républiques, même si on nous refuse d'accéder aux armes. Et là, c'est déjà aujourd'hui, je vous informe que ça a déjà commencé. Il y a déjà une campagne. Excusez-moi de vous interrompre. L'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc, a clamé, contrairement à ce que beaucoup affirment, cet embargo sur les armes vise exclusivement les différents groupes armés qui sévissent dans l'Est de la République démocratique du Congo, et que le gouvernement congolais peut acheter et importer les armes comme souhaité. En tout cas, c'est de nous, parce que moi j'avais suivi la résolution du Conseil de sécurité. D'ailleurs, si c'était ça, puisque est-ce que les groupes armés peuvent accéder aux armes? Non, je ne pense pas. Je crois que l'ambassadeur, j'ai beaucoup de respect pour l'ambassadeur de l'Union européenne. Je crois que moi-même, j'avais suivi en direct la réunion du Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'on a même félicité la Chine et la Russie qui ont défendu mordicus que la levée de l'embargo qui ne concernait que la RDC. Comment est-ce que les groupes armés pourraient accéder aux armes? Non, moi je crois que, à moins que vous ayez mal compris, madame, en tout cas, moi je vous dis que ça concernait l'accès, l'autorisation à la RDC de pouvoir importer des armes, notamment pour faire face à l'agression dont nous sommes l'objet aujourd'hui dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Voilà, mais déjà plus d'un mois, la localité de Bunagana est occupée par les forces terroristes. N'est-ce pas là un aveu d'échec
de notre armée nationale, qu'on se voile pas la face? Vous savez, madame, en matière de guerre, ce n'est pas la bataille qui compte. Vous pouvez gagner une bataille, mais vous n'allez pas gagner la guerre. Aujourd'hui, je vous dis que les groupes terroristes M23 est encerclé par les forces et les armées de la République démocratique du Congo. Et au moment où nous parlons, nous avons été respectueux de l'engagement que nous avons pris à Luanda relatif à l'observation d'un cessez-le-feu. Et comme vous le savez très bien, il y a eu une clause qui a été introduite, c'est qu'un cessez-le-feu immédiat suivi des retraits de M23 jusqu'à leur position initiale. Donc, c'est-à-dire que les M23 doivent quitter le territoire de la RDC, et comme dans la déclaration de Luanda, il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement, la commission mixte qui s'est réunie au moment où nous parlons, au Rwando-Congolaise, à Luanda, va donner les détails pour les retraits définitifs de M23. Vous, personnellement, vous avez foi à ces travaux qui se déroulent à Luanda entre les experts rwandais et de la République démocratique du Congo? Je crois qu'il faut saluer la diplomatie agissante du président Tshisekedi, puisque l'objectif au fait du sommet de Luanda, c'était d'abord d'éviter l'escalade entre les deux pays, de recréer la confiance entre les deux dirigeants et les deux peuples. Et aujourd'hui, je vous dis, je viens de Goma, il y a une nette amélioration au niveau, il y a une baisse des tensions, je peux dire. Donc, je peux dire que Luanda a réussi. Mais il y a aussi un problème. Il faut que les réfugiés congolais qui sont partis là-bas depuis presque 9 ans, 10 ans, puissent revenir au pays. C'est un processus et qui pourra aussi diminuer la tension. Il faudrait qu'aujourd'hui, la RDC contrôle ces frontières nationales hériteuses de la colonisation. Donc, c'est tout un processus. Nous croyons sincèrement que Luanda a contribué à quelque chose. La bonne volonté de deux chefs d'État a été démontrée. Le fait seulement que Kagame se soit déplacé de Kigali à Luanda, c'était déjà une victoire diplomatique pour nous. Rappelez-vous, lors de la première réunion, Kagame avait refusé, il a préféré intervenir par vidéoconférence. Et le chef de l'État, Tshisekedi, était clair. Il a dit toutes les options étaient sur la table et que son peuple était prêt à aller en guerre. Conflit RDC-Rwanda, on aurait appliqué, Paul Kagame a remanié son armée en plaçant des hommes de confiance à des postes stratégiques. Bon, oui, je confirme l'information. C'est pour dire que ce qui se passe ici chez nous, les conflits rwando-congolais ne sécurisent pas les dirigeants rwandais actuellement. Ils ont raison de pouvoir vite revenir à la raison, notamment en cherchant à trouver des solutions pacifiques et non pas à aller vers un conflit armé qui, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit. Et puis il faut dire que les sanctions économiques que nous avons infligées au Rwanda sont en train de peser dur sur les Rwandais. Vous savez, les destinations les plus rentables des Rwandais, c'est ici. Depuis quelque temps, il n'y a plus d'importation, d'exportation par les Rwandais. C'est un manque à gagner pour ce pays qui est enclavé. Donc c'est tout à fait normal que les Rwandais commencent à sentir le poids économique. Moi j'ai dit, la guerre n'est pas seulement militaire, la guerre peut être aussi médiatique, elle peut être aussi économique, comme nous l'amenons. Pourquoi les chefs de l'État traînent à mettre fin catégoriquement à la comédie onusienne? Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, le fait que ce n'est pas un fait de hasard qu'une personnalité aussi importante que le président du Sénat, qui est un dauphin constitutionnel, puisse le dire. Je suis sûr, bon, il est mon chef politique, je ne lui ai pas posé la question, mais je suis sûr que le chef de l'État n'est pas en désaccord avec lui, puisque aujourd'hui, au niveau de la partie orientale, les gens ne gèrent que par le départ de la MONUSCO. Et nous entendons, puisque vous savez, il y a renouvellement du mandat d'ici la fin de l'année, nous pensons que le Parlement va s'impliquer éventuellement pour voter une résolution qui va confirmer le départ définitif de la MONUSCO. Voilà, selon le propos d'un téléspectateur qui requiert l'anonymat, il a clamé au fort grande diversion et distraction que d'aller quémander la paix
auprès de ce même bourreau qui héberge et arme nos agresseurs rebelles et tueurs. Votre réaction? Non, moi je pense que, vous savez, la diplomatie, toutes les grandes guerres du monde ont malheureusement terminé par des négociations. Même les deux plus grandes, je peux dire, la première guerre comme la deuxième guerre mondiale. Donc le fait de négocier ne signifie pas qu'on est en position de faiblesse. D'ailleurs, le chef de l'État, Tshisekedi l'avait dit lui-même à Luanda. Et puis, lorsque nous négocions, d'une manière diplomatique, mais aussi nous renforçons nos positions militaires. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, toute la population congolaise à l'Est est mobilisée comme un seul homme. C'est d'ailleurs le fait que, d'ailleurs, vous savez, la visite du président Bahati était la visite de du premier chef d'une institution importante. Et là, on a senti un engouement. Vous savez, une ville de Goma de 2,2 millions de dollars, 2,2 millions d'habitants. On a eu près de 1 500 000 habitants qui se sont entassés. Un cortège de 6 km, la ville était bloquée pratiquement. L'aéroport de Goma était pris d'assaut. Donc, elle se pose la question de savoir qu'est-ce qui manque à nos autorités d'ordonner la purge de notre armée en vue de faire face à l'ennemi. Bon, notamment, vous savez, nous l'avions tous souhaité, et le gouvernement de la République, à travers bien le chef les de l'État, équiper pour qu'ils fassent convenablement face à l'ennemi. Tout à fait, nous avons besoin, madame, de réformes du système de sécurité et de la défense. Vous savez, ça demande beaucoup, c'est un processus, ce n'est pas du jour au lendemain. Les gens parfois vous disent que nous sommes infiltrés. Non, moi je ne pense pas seulement que nous sommes infiltrés, mais nous avons acquis des habitudes qui sont mauvaises du régime précédent, où l'armée s'est comportée comme était en désordre, la gabégie, les détournements des fonds de ménage, la vente de munitions, des armes. Vous savez, tous les groupes armés qui pilent ici, quand vous voyez les types d'armements qu'ils ont aujourd'hui, ce sont les armements des FARDC et de la police nationale. Il n'y a pas un groupe armé au Congo qui importe les armes. L'Union sacrée inactive face à l'agression rwandaise, c'est vrai? Non, je ne pense pas. L'Union sacrée est un jeune regroupement où c'est une vision d'un homme et ça prend le temps. Pour que, vous savez, il y a eu beaucoup de gens qui ont adhéré à l'Union sacrée, pas par conviction, mais par engouement, croyant que c'était une blanchisserie. Mais au fur et à mesure, ils se rendent compte que l'Union sacrée est une organisation structurée qui a une vision de changement. Alors, petit à petit, vous avez vu comme les Cameroun sont partis, tous ces gens qui sont en train de partir, et j'ai suivi même, il y a même d'autres qui ne comprennent rien. Moïse Katumbi est avec nous à l'Union sacrée, mais il a des gens comme Mike Mukeba qui vous disent que je suis avec Katumbi dans l'ensemble, mais je ne suis pas dans l'Union sacrée. Donc, c'est la bouillabaisse pratiquement. Les gens ne comprennent pas dans quoi ils sont réellement. Voilà, nous allons y arriver, Molomolo. Résurgence du M23, Ouganda, des vrais ou faux alliés de la République démocratique du Congo. Madame, nous avons un problème dans ce pays. Et le plus grand problème que nous avons, c'est que nous ne dotons pas nos services de renseignement de moyens nécessaires. Comment expliquez-vous que ça fait plus de 7 ans que nous n'avons pas un ambassadeur au Rwanda? Un pays où il y a 2 ans, des Congolais opposants, armés, qui y séjournent. On n'a pas d'ambassadeur depuis 7 ans. Les services de renseignement extérieurs ne fonctionnent pratiquement pas. On n'a même pas de service d'attaché militaire. Pendant 7 ans, vous allez en Ouganda, c'est la même chose. C'est malheureux. Moi je dis c'est malheureux. Et c'est ça qui explique, on ne comprend même pas. Quand on parle aujourd'hui des conflits rwando-ougandais, moi j'ai eu la chance de fréquenter Kagame, de fréquenter Museveni. Mon ex-épouse était chef de mission britannique au Rwanda, à Kigali. J'allais chez Kagame, Kagame venait chez moi à la maison. Je mentirais si je vous dis que je n'ai pas le numéro de Kagame, tous ces gens-là. Mais je vous dis que ces gens-là sont bien organisés. Ils nous infiltrent, nous on ne les infiltre pas suffisamment. Mouozi là que vous dites, moi j'ai connu Mouozi il y a plus de, je crois, 17 ans. Et qui m'a présenté chez Mouozi, c'est un Rwandais proche à Kagame. Ils étaient déjà en contact. Et Mouozi, c'est le dauphin du président Museveni. C'est le fils. Voilà, la MONUSCO, comme vous Alors, dites. ces gens-là, lorsque vous dites que vous pouvez être en conflit avec le Rwanda et être bien avec l'Ouganda, nous nous trompons.
Nous nous trompons. Ils se moquent de nous. La MONUSCO qui va révéler tantôt son mandat, encore une fois de plus en République démocratique du Congo, MONUSCO aveu de puissance ou apologie du M23. Non, justement, parce que pour moi, sincèrement, je m'excuse beaucoup, la MONUSCO, je ne vois pas la raison d'être, parce que lorsque même je regarde aujourd'hui les mandats qui a été confié à la MONUSCO par le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était la protection des populations congolaises et leurs biens. Alors, lorsque la MONUSCO est incapable, et elle l'a avoué elle-même, elle l'a dit au plus haut niveau, qu'elle était incapable de faire face aux armes utilisées par les M23. Alors moi je me dis, à quoi servira encore la MONUSCO ici? C'est bien, nous avons des compatriotes qui ont eu des emplois. Est-ce que la MONUSCO est venue au Congo pour donner des emplois aux Congolais? Est-ce que la MONUSCO est devenue une agence ici d'emploi au Congo? Et lorsque même nous regardons aujourd'hui, les moyens là, les 1,2 milliard, on ne les voit pas dans notre économie. C'est de l'argent qui est à l'extérieur. On ne le voit pas ici, sinon ils pouvaient contribuer. Mais en peu de mots, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour résoudre les multiples conflits à l'est de la République démocratique du Congo? D'abord, il faut dire d'abord que moi j'ai toujours dit que la responsabilité première revient à l'État congolais. Malheureusement, Félix Tshisekedi a hérité d'un mauvais cadeau de ses prédécesseurs. On a complètement oublié la question sécuritaire. Même cette question de M23. Kabila a fait 6 ans au pouvoir après avoir fini cet accord de Nairobi qui stipulait qu'à la signature de l'accord, moi j'étais présent le 12 décembre 2013 comme délégué de chef coutumier invité à Nairobi à l'hôtel intercontinental. L'accord disait qu'à la signature de l'accord de Nairobi, les M23 allaient être dissous et que le gouvernement de Kinshasa allait procéder au rapatriement des réfugiés et à la démobilisation, désarmement et réinsertion des combattants. Est-ce que cela a été fait? Pendant 6 ans, rien n'a été fait. Kabila est parti, Tshisekedi le pauvre a hérité cette situation qui ne savait pas gérer, puisque d'autant plus que l'accord même était un accord qui ne pouvait pas être exécuté, madame. Vous savez, cet accord-là était un accord de balkanisation. Lorsqu'on vous dit que les provinces du Nord et Sud Kivu allaient être considérées comme des provinces à part, sinistrées, avec une administration au parallèle, cela frise la balkanisation. Donc c'était inapplicable. Et dans cet accord, on est revenu encore sur l'accord du 23 mars 2009 sur le M23 et sur le CNDP, où on disait qu'on doit revenir encore à la fameuse opération de mixage. C'est-à-dire vous êtes colonel du M23, vous entrez dans l'armée comme colonel des FARDC, alors que nous avons une loi aujourd'hui sur les forces armées qui oblige à ce que même si vous êtes un général américain, belge, vous êtes enrôlé comme au grade de recrutement. Donc il y avait des choses qui ne pouvaient pas se réaliser, mais nous avons accepté. Au lieu de renégocier cet accord. Plusieurs fois, je me rappelle, j'ai rencontré 2 fois mon frère et ami, le défunt général Kaimbi, à Kigali. Dans la mission, il dirigeait la délégation congolaise pour préparer les rapatriements de réfugiés. Mais voilà, ça n'a jamais été fait. Président Willy Meshiki, vous êtes président de l'INANA. L'actualité reste dominée aussi par la sortie médiatique de l'ex-vice-président de la Chambre basse du Parlement, Jean-Marc Kabound, qui a essayé de peindre le tableau sombre de la gestion du pouvoir actuel. Quelle est votre réaction? Bon, d'abord, Jean-Marc a raté vraiment l'occasion de cette ère. Vous savez, lui, vraiment, il n'a pas de leçons à donner. Vous savez, il oublie peut-être, vous savez, les Congolais ne sont pas naïfs. Les conflits entre Jean-Marc Kabound et son organisation politique est parti d'où? De son banditisme. S'il n'était pas voyou, il n'était pas chègue, il n'y a pas de problème. Comment un membre, un président d'un parti au pouvoir, de surcroît, deuxième personnalité de l'Assemblée nationale, peut se mettre dans la rue, commencer à trouver les pneus de passants, utiliser les Wewa pour se rendre, pour régler ses comptes politiques. C'est cette humiliation-là
qui a frisé, moi je dis, l'insulte à l'égard même du chef de l'État qui est au pouvoir, qui a créé les problèmes. Ça n'a rien de divergence idéologique ou politique. En plus, Kabound lui-même, c'est un menteur, un immoral. Kabound a menti à Tshisekedi, Etienne, qu'il était Katangé de Olomami. Tous ces temps, c'est comme ça que Tshisekedi là, moi, Kabound est là. Demandez à Kabound, je l'ai dit, quand nous sommes venus de Genval, c'est comme ça que j'ai rencontré Kabound. Et j'ai un témoin, l'ancien ministre Ribas Mikindo, des hydrocarbures, qui était son secrétaire général. Nous sommes allés avec lui chez Kabound à Kingabo, où il m'a dit les partis louaient pour lui une maison de 1500, il n'a pas de voiture. Les partis, là où il habitait, c'était la maison louée par les partis. Et entre parenthèses, je vous dis, les partis qui payaient ça, c'est Moïse Katumbi. Je vous dis, c'est Moïse Katumbi qui payait la maison comme allié de l'IDPS. Mais Kabound n'avait rien. Mais aujourd'hui, Kabound, où est-ce qu'il y a eu les millions? Il est aujourd'hui, on parle de plus de 100 millions de dollars. Il vient d'acquérir une villa. Et il paraît qu'il y a un monsieur qui travaille à la DGI l'aurait offert de 500 000 dollars à Lumbashi. Sa maison ici coûte plus de 2 millions. Lui, où est-ce qu'il a eu l'argent comme député, même comme premier vice-président, pour construire un terrain de plus de 1 million de dollars, un terrain de football. Donc, plus immoral que Kabound, plus jouisseur que Kabound n'existait pas. Et en plus, nous sommes dans un état de droit, madame. Mais qu'on aime Félix, qu'on ne l'aime pas, la personne du chef de l'État est inviolable. Mais je parle des codes pénals congolais. Oui. Dans tout ce que Jean-Marc Kabound a déclaré, mauvaise gestion, souffrance, pauvreté, n'est-ce pas qu'il a raison? Mais lui-même en fait partie. Combien de temps il était là? C'est un leader de fidèle, même de l'Union sacrée. Même si l'Union sacrée pétune aujourd'hui, c'est lui. Lorsqu'il était avec nous à l'Union sacrée, Kabound n'a jamais participé à une réunion à l'Union sacrée. Le président de la République avait désigné le professeur sénateur Bahati Modeste comme modérateur. 3 réunions ont eu lieu à l'hôtel du fleuve Congo. Kabound n'a jamais pris part. La première réunion à laquelle UDPS a pris part au niveau de l'Union sacrée, c'est après le départ de Kabound. Et c'est Augustin Kabouya qui a représenté le parti. Donc Kabound a commencé son opposition depuis longtemps. Quand il faisait ces décisions-là, qu'on appelait décisions, c'était une façon même d'isoler le chef de l'État actuel du contrôle de la gestion du parti. C'est un garçon ambitieux dans le mauvais sens, parce que Kabound il est venu ici en botte, en ketch. Moi je l'ai vu en ketch, à t-shirt. Il n'avait même pas de costume, Kabound. Les premiers costumes, on l'a acheté ici, à Kinshasa. Il dit qu'il est militant. Il n'y a pas que Kabound. Franck Diong aussi a présidé une conférence de presse. Dans son allocution, j'ai retenu, entre autres, le régime actuel est considéré par le peuple congolais comme un régime qui a déçu. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Franck. Franck, c'est mon pote, c'est mon ami, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais j'ai dit alors, mais si ces gens-là tiennent ce discours-là de l'opposition, alors pourquoi sont-ils encore à l'Union sacrée? Parce que l'Union sacrée est une vision. Si vous ne partagez plus cette vision, maintenant, allez ailleurs. Moi, je suis content que Kabound a rejoint l'opposition, puisque les gens, les types d'hommes politiques comme Kabound n'ont pas leur place à l'Union sacrée. L'Union sacrée, ce sont des valeurs. Et Kabound n'en a pas, je m'excuse beaucoup. Et aujourd'hui, c'est malheureux vraiment que dans ces pays, quelqu'un peut du matin au soir, il devient millionnaire, on ne lui demande pas où est-ce qu'il a eu ces millions-là. Aujourd'hui, Kabound a des concessions minières, même s'il les met au nom de sa femme, mais il devient aujourd'hui un millionnaire. Comme ça. Et c'est ça, c'est l'ivresse de lait. Et c'est ça qui le permet aujourd'hui de rêver, même de briguer la magistrature suprême. Mais moi, cette attitude, tout ce que Kabound a dit, ce qui m'a révolté, c'est de s'attaquer à l'institution présidente de la République, qui est sacrée. Et ça, je renvoie Kabound à lire le code pénal congolais, c'est une infraction des droits communs. Je pense que, puisque ce que Kabound a dit, ce n'est pas différent de Pero Luara. Pourquoi Pero Luara est contraire à l'exil? Mais pourquoi après cette sortie médiatique qui a fait fâcher, je ne sais pas, plus d'un militant ou plus d'un membre de l'IDPS,
c'est la raison pour laquelle il doit perdre son siège à l'hémicycle du Palais. Bon, moi je crois que Kabound ne peut pas perdre les sièges, il faut être honnête, puisqu'il y a eu une résolution au niveau de la Cour constitutionnelle qui, en des termes terre à terre, je peux dire, qui a dit que les députés ou les parlementaires ne sont pas des garçons de course de leur regroupement politique. Donc Kabound, à ce titre-là, parce qu'il y a une résolution, donc il les couvre. Moi, j'estime que ce n'est pas à cause de cette déclaration, mais c'est vrai que lui s'il avait le sens d'honneur, comme il est dit, d'honneur des leçons, il devrait démissionner. Vital avait quitté le PPRD, il était en désaccord avec Kabila. Non seulement il a laissé le poste du président de l'Assemblée nationale, mais il leur a remis aussi le mandat, parce qu'il est clair, le mandat appartient aux partis politiques, le mandat appartient au regroupement. Donc si Kabound a vraiment du kilo, si c'est un homme d'État sérieux, comme il prétend le faire croire à ceux qui ne le connaissent pas, il aurait d'abord commencé par laisser les mandats du parti qu'il a désavoué. Et c'est dans l'histoire de la République, c'est la première fois qu'un parti exclut son président. Pas le suspendre, il a été exclu. Pour vous dire que c'est vraiment un mauvais, et un homme comme ça qui n'a pas de valeur d'éthique, un menteur du sang, qui a menti même, si Tshisekedi Etienne s'est réveillé aujourd'hui, ressuscité, la première personne qui va maudire, qui va frapper, c'est Kabound. Puis c'est un menteur, il a induit les leaders maximum à l'erreur. Malheureusement, les morts ne reviennent plus. L'actualité reste marquée aussi par le départ du ministre Moïndo Zangui. Il a claqué la porte du parti Ensemble de Moïse Katumbi. Vous réagissez aussi comment par rapport à ces spectacles? Oui, moi je crois que c'est une très bonne chose pour mon jeune frère Moïndo Zangui, que je félicite en passant, puisque ça ne sert à rien, madame, de faire une politique d'Autriche. D'autres ministres qui sont là, la plupart des ministres, ne sont plus avec Moïse Katumbi. Mais pourquoi ils ne les clament pas tout haut? Pourquoi ils jouent? Parce que Moïse Katumbi lui-même a dit qu'il ne sera pas comptable du bilan du gouvernement, alors que c'est le gouvernement de l'Union sacrée où lui-même a désigné des ministres. Et si le même Moïse décide aussi de claquer la porte de l'Union sacrée pour revenir aux affaires? Mais il est libre, il est libre. Moi j'aimerais que l'Union sacrée soit extirpée de tout cela qui joue les jeux doubles. Parce que moi je ne peux pas comprendre comment vous êtes dans une organisation et vous la condamnez. Moi je vous dis, moi aussi, à la FDF alliée, nous avons beaucoup de problèmes. D'ailleurs, ceux qui nous combattent le plus, qui combattent l'autorité morale, Bahati Modeste, sont de l'Union sacrée, plus que l'opposition. Mais nous sommes à l'intérieur, ce n'est pas une raison pour nous de scier l'arbre, la branche sur laquelle nous sommes assises. C'est pourquoi moi j'ai dit aux amis, c'est comme nous, quand on est au gouvernement, vous la bouclez, vous voulez parler, vous démissionnez, vous quittez dehors. Donc moi je crois que Moïndo Zangui est correct de lui-même. Il a compris qu'il ne pouvait pas jouer la politique d'Autriche pendant longtemps et il a créé son parti. Ce que moi je lui reproche, Moïndo Zangui, il n'a pas été bien conseillé en tant que membre du gouvernement. Il ne peut pas mener des activités politiques. Et même, je l'ai vu même lui-même parler, c'était une erreur. Donc il a été induit à il devait laisser quelqu'un d'autre gérer le parti, puisque la constitution est claire. Un membre du gouvernement ne peut pas exercer une activité politique. Voilà, parlons de la politique intérieure. La loi électorale récemment votée au Parlement ne fait pas unanimité au sein de la classe politique. Croyez-vous vraiment que les élections auront bel et bien lieu en 2023 comme souhaité dans les délais constitutionnels? Oui, je peux vous dire, le mercredi passé, les partis politiques INANA étaient reçus par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, de la CNI, okay, en charge des relations avec les partis politiques. Et au cours de la réunion que nous avons eue avec lui, l'honorable Manar Didi a réaffirmé que les élections auront bel et bien lieu dans les délais constitutionnels. Dans quel climat, à l'allure où vont les choses? Ce n'est pas la première fois, Nous avons madame. vu Joseph Kabila se rapprocher de Moïse Katumbi. Matata Pogno avec Martin Fayulu a été reçu récemment. Et Vital Kamerhe, après être acquitté, il a été reçu par le chef de l'État. Ça ne sent pas bon à quelques temps de la tenue des élections. Moi, je crois que c'était déjà dessiné. Je crois que vous avez oublié, madame, sur ce même plateau, j'avais déjà prédit il y a plus de 6 mois la recomposition de la classe politique. Ce sont des théâtres, des politiciens et la population est victime. Malheureusement, les gens font des alliances contre la nature, aucune conviction. Croyez-vous sincèrement qu'un Martin Fayulu, soldat du peuple, peut approcher Matata
avec tout ce que Matata est accusé aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment un idéal politique? Lorsqu'on voit Kabila, si Moïse est aujourd'hui revenu au pays, c'est Félix qui a pris même un passeport contre la volonté de Kabila pour donner ça à son conseiller privé, Fortuna Bissé, aller en Europe. Moïse plusieurs fois a été empêché d'entrer même au pays. Dans la politique, l'ingratitude n'existait pas. C'est un jeu politique. Moi, sincèrement, je crois que Moïse, Félix peut avoir ses défauts, mais en tout cas, Moïse a... C'est vrai que Moïse a aidé aussi. Parce que même Franck Diongo aussi a bénéficié de la grâce présidentielle. Bien sûr, tous ces gens-là, les Franck Diongo, les Diomi Dongala, les Mouyambo, c'est grâce à Tshisekedi qui peuvent aujourd'hui même parler. Moi, je crois qu'il faudrait un minimum de reconnaissance. Je ne dis pas que le président Félix Tshisekedi n'a pas de défauts. Il a des défauts aussi. Mais lorsqu'ils ne se retrouvent pas politiquement, ils ont quand même le droit de hausser. Mais madame, moi qui vous parle ici, je suis chômeur, non? Je n'ai pas de travail. Est-ce que c'est là un problème? On n'y a pas qu'au gouvernement où on peut se débrouiller. Je suis enseignant, j'ai fait mes petites activités agricoles, mais moi je suis en politique, pas pour y trouver un travail. Pour moi, la politique, c'est la passion. C'est pourquoi moi, parfois, ça m'énerve. J'aime bien, moi, jurer de mon indépendance d'esprit. Et ça m'énerve. Selon d'aucuns, le président Félix a remercié ses alliés en monnaie des singes. Alors, à quelques temps de la tenue des élections, en cette période préélectorale, ils ont jugé bon claquer la porte au sein de l'OTAN négativement, parler négativement de lui. Bon, je ne pense pas qu'il les a remerciés à monnaie des singes. Vous savez, là, nous sommes dans un gouvernement d'union nationale. Et les critères le plus important qui est pris en compte, c'est d'abord les critères de représentativité au sein des organes délibérants. Malheureusement, j'aime bien Franck Diong. Franck Diong a vraiment risqué sa vie pour cette démocratie ici. Vous savez, Franck Diong est parmi, je peux dire, les martyrs vivants. Mais Franck Diong, malheureusement, son parti n'a pas pris part aux élections de 2018. Ce qui fait que Franck Diong n'a pas de député, ni au niveau provincial, ni au niveau national. Mais Franck Diong, moi j'estime, moi, que le président Tshisekedi, nous, au niveau de la coalition, nous devrions aussi avoir les critères de solidarité. Il a mal choisi les moments. Pourquoi intervenir juste 2 ou 3 jours après l'éclatement de Jean-Marc Abounda? Bon, peut-être, je ne sais pas quelle relation il a avec Jean-Marc Abounda, mais je sais que Franck Diongo est très proche aussi à Moïse Katumbi. Et moi, je dis, on est libre d'aller là où on veut. Et puis, il ne faudrait pas continuer à avoir des tops au sein de l'Union sacrée. Moi, je pense qu'il est temps que chacun puisse définir son camp. Et moi, j'apprécie, je sais que Franck Diong a un franc-parler que j'apprécie, et c'est un véritable lumombiste. J'ai eu à faire des actions, moi, Franck Diong et Lumumba Roland, à l'époque même, il fait une année comme ça, c'était l'anniversaire de Lumumba. Et Kabila ne voulait rien organisé ici. Nous avons pris nous-mêmes, sans moyens, Franck Diongo, moi-même et Roland Lumumba, nous sommes allés à Lubumbashi, on a eu l'appui de Mamamissa, on y a célébré l'anniversaire du décès de Lumumba. Donc c'est un homme sur qui je compte. L'opposition accuse les pouvoirs actuels de vouloir glisser, organiser l'élection après 2 ans. Vous confirmez cette information? Mais je ne la confirme pas et je crois que je suis membre de l'Union sacrée, membre cofondateur et même précurseur, c'est moi qui avais annoncé l'avènement de l'Union sacrée. Je peux vous dire, madame, qu'à l'Union sacrée, nous tenons à aller aux élections dans les délais constitutionnels. Et la CNI l'a déjà répété, mais aller aux élections, nous devons tous contribuer. Ce n'est pas seulement la CNI, chacun d'entre nous est un partenaire au processus électoral. Nous devons faire tout ce qui est possible pour que les élections puissent avoir lieu dans les délais constitutionnels. Mais vous évaluez comment jusque-là aussi les travaux abattus par la centrale électorale? Je crois que la centrale ici se comportait très bien. D'ailleurs, vous savez, il y a un élément important, c'est que c'est la première fois que le bureau de la CNI est composé dans sa grande majorité par des élus du peuple. C'est une innovation. Et quand on est élu du peuple, on a quand même le sens de redevabilité vis-à-vis de ceux-là, de vos électeurs. Et deuxième chose, lorsque je vois aujourd'hui la volonté de ceux-là qui sont là, je peux vous dire que la CNI a
la chance de réussir et ça sera différent des autres scrutins qu'on a connus. Seulement, il faudrait que le gouvernement mette des moyens à la disposition de la CENI, notamment respecter la loi organique qui dispose que la CENI doit avoir une dotation. Ce n'est pas au ministre des Finances, je l'insiste encore, de donner des cagnottes comme ça, comme il est fait pour le gouvernement. On doit mettre les moyens à la CENI. Monsieur Michiki, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Qu'est-ce que la CENI doit faire exactement pour qu'elle arrive à organiser des élections libres, démocratiques et transparentes, qui n'y ait pas fraude? Aujourd'hui, je crois qu'avec la cartographie électorale, la deuxième étape la plus importante, ça sera l'arrondement des électeurs. Et après ça, mais avant ça d'abord, il faut publier le calendrier électoral. Je crois que la CENI se comporte bien, à mon avis. Il faudrait seulement éviter tout ce qui peut entraver au niveau des moyens, puisque la CENI sans moyens ne peut rien. Alors que le gouvernement mette à la disposition, comme la loi organique le dit, les moyens nécessaires pour que la CENI ait les mains libres en vue de remplir sa mission. Donc, s'il faut faire marche en arrière, le départ de Jean-Marc Abondo ne va pas fragiliser l'Union sacrée? Pas du tout, c'est vraiment un non-événement. Qu'est-ce qu'il perd de lui d'abord? La preuve, c'est que lui-même, puisque d'abord il tient à ce mandat, il n'est que seul. Mais l'Union sacrée, apparemment, c'est une coquille vide. Mais coquille vide, lorsque vous regardez des gens comme Moïse Katumbi est encore à l'Union sacrée, et Bemba est là-bas, Bahati Modeste est là, des gens qui ont chacun un agenda caché. Mais justement, moi je dis que plus nous nous rapprochons de la tenue des élections, toutes ces tops-là sont en train eux-mêmes de se dénoncer. Vous avez vu la tournée du président Modeste et Bahati, il était clair, il a dit nous devons donner un second mandat à Tshisekedi. Et je vous dis que l'électorat le plus important aujourd'hui, c'est l'électorat de l'Est. Les grands Kivu, c'est 22-23%. L'Union sacrée, dans son format actuel, vous pensez qu'il va permettre au chef de l'État d'avoir un nouveau mandat? En tout cas, Tshisekedi, quand je vois aujourd'hui les rapports de force, a la chance. Dans une élection présidentielle, à un seul tour. Un seul tour, bien sûr, puisqu'on ne peut pas organiser deux tours maintenant, puisqu'on n'a pas les moyens. Deux tours nécessitent beaucoup de moyens et on n'a pas le temps pour ça. Et je vous dis que lorsque je vois aujourd'hui les rapports de force, Tshisekedi a beaucoup de chances d'obtenir le second mandat, dans la transparence la plus totale. Il faut beaucoup de prudence face à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, pensent d'aucuns. Oui, c'est vrai que la guerre, comme je l'ai dit, madame, on sait comment elle commence, mais on ne sait pas comment elle finit. Et aujourd'hui, depuis l'indépendance de notre pays, c'est la première fois que le pays a mobilisé autant de recettes. Vous savez, au mois d'avril dernier, rien qu'une seule régie financière, la DGI, a pu mobiliser 1,5 milliard de dollars. Si cette tendance continue, nous aurons suffisamment de moyens, non seulement pour faire les élections, mais aussi pour répondre aux besoins de développement de notre pays. Qui ne profite pas à la population congolaise. C'est la comme moi j'ai dit, il faudrait dans la misère la plus totale. C'est pourquoi nous avons salué la présence de l'activisme. Bon, l'action menée par l'IGF. Il y a une inflation permanente. Non, l'inflation quand même, lorsqu'on compare de l'époque de Kabila, on a une stabilité, madame. Les dollars n'est même pas descendu. L'époque de Kabila, l'argent circulait facilement, mais non là, tel n'est pas le cas. Vous savez, aujourd'hui, pour arriver chez vous ici, j'ai quitté Mbinza, madame, j'ai fait plus de 3 heures. C'est un indice positif. Lorsqu'il y a il faut construire les routes. Les routes, bien sûr, mais lorsque les véhicules, voilà. Lorsque les véhicules circulent, donc il y a de l'argent, chacun peut acheter au moins le carburant. C'est un signe économiquement positif que Tshisekedi est en train de faire un bon travail, que l'Union sacrée travaille, puisque tous, ce sont les mêmes gens qui étaient là. Pourquoi ils n'arrivaient pas à mobiliser à l'époque de Kabila, puisqu'il y avait une complicité au sommet de l'État. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui s'est sacrifié pour la République. Nous devons l'accompagner. On doit laisser tout ce qui nous distrait, madame. Ce sont les aventures. L'opposition, nous voulons une opposition constructive. Je salue, par exemple, l'opposition menée par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, qui apporte des propositions et fait des contre-propositions. L'opposition n'est pas seulement à la rue, les insultes là, comme je vis avec Abondo. On voit vraiment quel type d'opposition que nous avons
à ce pays, et ça c'est vraiment lamentable. Voilà, le président perd ses alliés l'un après l'autre. Jean-Marc Abounda a créé les partis politiques APES, avec 0 député lui-même. Alliance pour le changement. Il compte conquérir les pays du sommet à la base. Voilà. Mais madame, Kabound, c'est l'IDPS qui a fait de lui. Lui, c'est un produit de l'IDPS. Kabound ne vaut rien sans l'IDPS. Voilà. Ce qui continue à le distraire, c'est l'argent qu'il a volé, qu'il a acquis illicitement. Du moment où IGF va le mettre sur sa trajectoire, Kabound sera réduit comme ça, il sera très petit. Voilà, je lui donne 3 mois. Merci d'avoir répondu à notre invitation, ainsi qu'à toutes les questions prévues pour ce numéro de votre émission Les Rendez-vous. Monsieur Willy Michiki, président de l'UNANA, un message particulier. Vous avez des secondes, s'il vous plaît, pour ça, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Oui, je voudrais seulement appeler les uns et les autres à s'unir autour du chef de l'État. Mettons de côté, le pays est en guerre, nous sommes agressés. Ce n'est pas le temps aujourd'hui de faire des distractions. Et je voudrais ici insister beaucoup à ceux-là qui font la stigmatisation. On n'a pas besoin de faire la stigmatisation, puisque la guerre la plus dangereuse, c'est la guerre ethnique. Nous avons 450 ethnies, nous devons nous tous nous considérer comme Congolais. Et aujourd'hui, plus que jamais, les Congolais sont déterminés à faire face aux défis du développement. Donnons la chance à la CENI. Il n'y a plus de débat sur la loi électorale, d'autant plus que cette loi non seulement a été promulguée par le chef de l'État, mais aussi publiée dans les journaux officiels. Voilà, c'est un plaisir énorme pour nous d'échanger avec vous dans cette émission pendant 45 minutes, le temps imparti pour les rendez-vous. Une émission offerte, une opportunité de la chaîne de référence Antenne A pour pouvoir en savoir plus sur l'actualité, sur le sujet qui défraye la chronique. Vous avez aimé l'émission, remerciez les preneurs de vue, remerciez amplement la chaîne de référence. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, la rediffusion c'est demain à 12h30 heure de Kinshasa. Une très belle soirée à tous.